Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Ouais, t'as bien lu le titre. Aujourd'hui, on va parler d'antimatière. Parce que oui, ça existe, c'est pas de la science-fiction. On en voit, on en crée, on en stocke même. Et c'est là que je me dis que le monde réel, il est quand même assez stylé en fait. Mais en vrai, je sais. Alors, je vous assure que l'antimatière de base, je ne sais même pas ce que c'est. Parce que antimatière, ça veut dire le contraire de la matière. Donc, inverse de la matière. Comment tu peux inverser de la matière? Donc, c'est un truc. C'est bizarre. Déjà, le concept de base est bizarre en fait. Genre, un trou noir, c'est de l'antimatière du coup. Vu qu'il draine la matière pour. Enfin. En vrai, un trou noir, c'est de l'antimatière du coup. En vrai. Non? Non, même pas? Ok. Ok, bon, attends. Alors du coup, c'est quoi l'antimatière? Eh bien, prenez le tableau du modèle standard de la physique des particules. Pour ceux qui connaissent pas, ça représente toutes les particules élémentaires connues. D'ailleurs, en fait, c'est pas vraiment toutes, c'est même la moitié, parce que pour chaque particule de matière, il y a une particule d'antimatière qui lui correspond. What? Genre, toute particule de matière, elle a un contraire, genre. Après, pas tout. Genre un démon maléfique. Comme le Un photon, gobelin lui, il est farfadé, genre. universel. Genre le mec, il est au-dessus des lois, quoi. Mais bon, si on prend l'électron, par exemple, il existe dans l'univers des anti-électrons qu'on appelle des positrons. Alors du coup, c'est quoi la différence entre une particule et une antiparticule? Eh bien en fait, elles ont les mêmes propriétés, même masse, même spin, etc. Mais elles ont une charge opposée. Par exemple, celle du proton est positive et celle de l'antiproton est négative. Genre posipi, négapi, les gars, un peu. C'est un peu le même délire. Mais le truc le plus intéressant, c'est que lorsque de la matière et de l'antimatière entrent en contact, les deux se transforment instantanément en énergie. Attends, mais moi, les mecs, au début, je pensais que l'antimatière, c'était une théorie, en fait. Je pensais, là, dans mon chat, ça me disait, ouais, mais c'est peut-être une théorie, c'est une théorie. Mais donc, en fait, l'antimatière, ça existe vraiment. Attends, par contre, j'ai pas écouté ce qu'il a dit après. Et de l'antimatière entrent en contact, les deux se transforment instantanément en énergie. Alors c'est assez compliqué, Ok, donc si on arrive à... Putain, mais c'est fou que... Si on arrive à réunir deux opposés, ça crée de l'énergie, genre. Ça crée une force, en fait. Mais en gros, la masse, c'est pas vraiment la mesure d'une quantité de matière, mais plus la mesure de l'énergie emprisonnée par un corps. Mais bon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans certains cas, ce qu'on appelle communément de la masse peut devenir ce qu'on appelle communément de l'énergie. Et c'est exactement ce qui se passe. Attends, faut revenir là, les gars. Faut revenir, là, il m'a... Énergie Là, faut que j'utilise ma matière dans le cerveau, là. emprisonnée par un corps. Mais bon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans certains cas, ce qu'on appelle communément de la masse peut devenir ce qu'on appelle communément de l'énergie. Et c'est Donc attends, en gros, les gars, la masse, on peut la transformer en énergie, c'est ça? C'est-à-dire que... Il y a un rapport avec... Oh là là, attends, il y a un rapport entre la masse et l'énergie? Exactement ce qui se passe quand de la matière et de l'antimatière se rencontrent. D'où la fameuse équation E égale mc2 qui permet de calculer la quantité C'est qui a trouvé ça, les gars? d'énergie que va produire cette réaction en prenant comme m la somme des masses de chaque objet. Bon là je crois que j'en ai perdu quelques-uns, donc on va prendre un exemple. Attends, énergie égale masse, c'est quoi c'est Einstein? Ah oui, c'est un bon, hein. E égale mc2 qui permet de calculer la quantité d'énergie que va produire cette réaction. Énergie égale masse fois... C'est quoi c'est, les gars? La célérité? C'est la vitesse de la lumière. Masse fois vitesse de la lumière au carré, c'est de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que je l'adore, Je l'adore Einstein, hein. J'essaie d'imaginer ce que je peux faire. Ah bah des bombes, non? On fait des bombes avec ça, non? Ils ont utilisé ça pour faire la nuque. Ah oui, ok. Bon. Bon bah... En prenant comme m la somme des masses de chaque objet. Bon là je crois que j'en ai perdu quelques-uns, donc on va prendre un exemple. Imaginez une pièce de 1 g et une anti-pièce de 1 g. Si elles se touchent, l'énergie qui va être produite sera de 0,002, donc la masse des deux pièces en kilogrammes, fois c au carré, donc c étant la vitesse de la lumière dans le vide, en mètres par seconde. Et cela donne 180 000 milliards de joules, c'est-à-dire environ 3 fois Hiroshima quand même. Quoi?
Mais attends, mais c'est super dangereux, frère. Mais attends, mais c'est quoi cette puissance de malade, là? Pour 2 pièces, là. Oh, bordel de nouilles. Donc là, par exemple, en fait, sur une NUC, les mecs, ça se trouve, ils ont réussi à trouver 2 trucs microscopiques. Il y a 2 trucs microscopiques qui tac, tac. Oh là 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 là. T'as vu Oppenheimer? Non, j'ai pas vu. Bah, mais par contre, comment t'arrives à mélanger ça avec la vitesse de la lumière, les mecs? C'est pas possible. Il y a un problème, parce que en fait, le rapport est sympa. Bah déjà, trouver quelque chose et son anti, c'est compliqué. Mais après, le multiplier par la célérité, donc la vitesse de la lumière, c'est chaud. Comment tu fais pour le mettre en pratique? Qui va être produite sera de 0,002, donc la masse des 2 pièces en kilogrammes, fois c au carré, donc c étant la vitesse de la lumière dans le vide, en mètres par seconde. Et cela donne 180 000 milliards de joules, c'est-à-dire environ 3 fois Hiroshima quand même. Hein. Et ouais, ça déconne pas. Alors du coup, mais comment on en fait de l'antimatière? Eh bien c'est très simple. Il te faut du scotch, des ciseaux, non je déconne, hein, ça se passe au LHC, aussi appelé le grand collisionneur de hadron. Alors pour ceux qui habitent autour d'une étoile intergalactique, c'est un énorme tuyau souterrain de 26 km de circonférence et c'est le plus grand du monde. D'ailleurs, cocorico les gars, hein, parce qu'il se trouve à la frontière franco-suisse. Alors là-bas, ce qu'on fait, c'est qu'on propulse des particules à des vitesses proches de celles de la lumière et on les fait s'entrechoquer. Et là, ça crée la réaction inverse, c'est-à-dire qu'on arrive à transformer l'énergie de la collision en une particule de matière et une particule d'antimatière. On a même réussi... Oh! Ah oui, ils ont pris le problème. Mais franchement, les mecs, je trouve que les scientifiques... Et là, c'est pas un tapis, hein, vous allez dire, mais c'est obvious. Mais vous êtes trop intelligent. Vous êtes trop smart. En fait, vous allez mettre en place des formules, mais vous n'avez pas forcément avoir les capacités pour mettre en place vos formules. Et du coup, vous allez prendre le problème à l'envers. Vous allez toujours trouver des astuces pour essayer de vous rapprocher. Non, le nombre de fois, les gars, le nombre de fois où on a regardé des vidéos, et en fait, ils n'étaient pas capables de le faire parce qu'avec la matière qu'on leur donne sur cette putain de planète, ils n'avaient pas assez, ils pouvaient pas y arriver. Mais du coup, ils ont pris le problème différemment. Et l'approche, elle est totalement différente, frère. À faire des anti-atomes à partir de 1995. Mais ils étaient beaucoup trop instables et ils finissaient par s'annihiler au premier contact avec de la matière. Et on a ensuite créé le décélérateur d'antiprotons qui a permis de les ralentir et de les stocker pour pouvoir mieux les observer. Alors on pourrait se dire, mais comment on fait pour les stocker sans que ça explose? Non mais même, alors ça doit être passionnant les gars de suivre les gens qui ont géré les travaux de ce genre de je sais pas, de bâtiment, j'en sais rien, de création, frère. C'est pratiquement le vide absolu autour d'eux et on les déplace avec des champs magnétiques. Ouais, c'est un peu galère. Mais l'antimatière, il y en a aussi à l'état naturel. Par exemple, quand des rayons cosmiques de haute énergie entrent dans l'atmosphère, il y a certaines particules qui s'entrechoquent et cela crée des antiprotons et des positrons. Alors, est-ce qu'on peut pas récupérer ça du coup? Il se passe la même chose quand ils traversent des nébuleuses, par exemple. Sinon, il y en a aussi dans les... En vrai, les mecs, si on arrive à récupérer ça, mais t'imagines la dose d'antimatière qu'on pourrait avoir d'un coup? Radiation. Au lieu d'essayer de la faire artisanée, j'arrive pas à le dire. De certains matériaux, mais bon, on va pas de manière artisanale, on va dire. La grande question que tout le monde se pose sur l'antimatière, c'est pourquoi il y en a aussi peu, alors qu'en théorie, il devrait avoir autant d'antimatière que de matière. Du coup, ce que pas mal de gens pensent, c'est qu'au moment du Big Bang, il y avait genre 1% de matière en plus que d'antimatière, et le 1% restant, c'est l'univers actuel. Mais on peut... Alors, en vrai... Si c'est vrai, c'est une dinguerie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement... Il y a eu un rapport de force, mais il y en a un qui a pris le dessus et ça a créé ce qu'on... Enfin, en vrai... Mais d'un coup, les mecs, je me dis aussi que son exemple des 2 pièces, c'est 3 fois Hiroshima. Donc imagine, tu prends des trucs, mais avec des masses immenses. Oh là là là. Mais l'énergie, mon pote... 2 pièces de 1 gramme, c'est 3 fois Hiroshima, mais mec, genre tu prends 2 camions, les gars. Tu prends 2 camions, tu fais la même relation, mais en fait c'est fini, c'est terminé. C'est terminé en fait. Merci Meta pour le 13e mois. C'est trop dangereux en fait comme...
comme rapport. Pensez qu'en fait, il y a d'antimatière partout, mais qu'on s'en rend pas compte. Bah oui, vu qu'il n'y a pas d'antiphotons et que les photons, c'est eux qui transmettent la lumière, bah on peut pas voir la différence entre une étoile faite de matière et une faite d'antimatière, par exemple. Mais par contre, on est sûr qu'au sein d'une même galaxie, il n'y a qu'une seule sorte de matière. Parce que sinon, bah, quand le vent solaire des étoiles se rencontrerait, bah voilà quoi, on aurait le droit à des énormes murs de lumière entre chaque étoile. Et c'est pareil au sein des amas de galaxies, Oh là parce que là bon, il y a là. toujours du gaz qui traîne un peu quoi. Imagine pour 2 étoiles, mais frère, tu peux pas être là en fait. Mais du coup, moi j'ai une petite théorie perso, alors je vous explique. On dit souvent que l'univers fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Ok. Mais c'est faux, il est plus grand. Ça c'est l'univers observable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas observer plus loin que ça. Et du coup, moi je me dis, ça se trouve, les zones de matière et celles d'antimatière, elles sont bien plus grandes que ça. Donc aucune frontière ne passe dans notre champ de vision. En gros, on se trouve en plein milieu d'une zone de matière. Intéressant. Intéressant sa théorie, les gars. Et ouais, du pur génie, mon gars. Ah, intéressant sa petite théorie, les gars. Donc on est dans une zone de matière ouais. Et le seul moyen de sortir, bah, en fait, ce serait de voir la frontière entre la zone de matière et la zone d'antimatière. Ah ouais, c'est... Franchement... Mon seul regret, les gars, c'est d'avoir commencé à m'intéresser à la science avec une vidéo qui était hardcore. Voilà. C'est le seul regret que j'ai, les gars. Merci à tous d'avoir Mais regardé. en vrai, c'est grave bien, frère. Hein.